Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cet après-midi qui sera très longue. Et on va commencer par un sujet qui nous concerne tous et qui nous concernera tous, celui de la solidarité intergénérationnelle. Dans cette société, je vais reprendre une expression chère à Jean-Hervé Lorenzi, la société du vieillissement dans laquelle nous sommes entrés à grands pas. Alors juste un chiffre pour illustrer le problème auquel nous allons être confrontés d'ici à 2050, à la part des plus de 80 ans dans la population va plus que doubler, d'où l'importance en fait d'organiser au mieux cette solidarité. Et avant de vous présenter nos 5 débatteurs, je vais tout de suite passer la parole à Olivier Pastré du Cercle des économistes qui va nous cadrer le débat. Olivier. Bon, ça commence mal parce que tu m'as déjà piqué un chiffre. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. Mais tu en as plein. C'est très simple. Je dis ça pour les étudiants. Vous prenez des notes et après vous essaierez de comprendre. 4 éléments de diagnostic, 4 questions, 4 solutions ou pistes de solutions. 4 éléments de diagnostic. Celui que tu viens de citer, ça, on en enlève un. Je rappelle qu'il y aura 3 millions de personnes dépendantes en plus d'ici 2030. Au niveau de l'Union européenne, les plus de 65 ans devraient augmenter de 41% d'ici 2030. Et s'ajoute à cela un problème d'inégalité entre les populations face à ce problème général. Il y a des inégalités selon les cultures. Il y a des cultures qui sont plus aidantes que d'autres. Il y a aussi des problèmes de revenus. Donc il y a des problèmes d'inégalité qui sont fondamentaux. Voilà pour les 4 éléments, enfin les 3 plus 1 éléments de diagnostic. Voilà la réalité aujourd'hui. Alors par rapport à ça, 4 séries de questions. D'abord, est-ce que la solidarité intergénérationnelle, est-ce qu'elle existe face à l'individualisme montant de manière irrépressible? On peut se poser la question et il va falloir essayer d'y trouver une réponse. Deuxième question, qui doit payer? L'État, les familles, la collectivité? C'est une vraie question. Il est prévu que ceci soit abordé de manière plus dense que je ne peux le faire dans un cadrage très général. Troisième question, qui va aider? Famille, aidants familiaux, aidants salariés. La question est évidemment posée. Et enfin, dernière question, comment renforcer cette solidarité intergénérationnelle? Il y a du boulot, mais il y a des solutions. J'en vois au moins 4, pas des solutions, mais des pistes de solutions. Alors, il y a des solutions complètement cons. Ça, c'est toujours, quand il y a un problème économique, il y a toujours ça. Du genre, on va faire des robots dans les EHPAD. Bon, à un moment où il faut essayer de créer du lien physique, les robots ne me paraissent pas... les Japonais aiment ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution. 4 pistes de solutions qui sont plus intéressantes, me semble-t-il. D'abord, concernant les aidants dont on va reparler, il y en a 11 millions en France, dont 6 millions sont aidants salariés, ce qui est une situation relativement complexe. Et là, il va falloir évidemment faire un certain nombre de réformes. Deuxième série, mais on peut penser évidemment aux travailleurs seniors parce qu'ils sont sous-employés et ils peuvent être évidemment aidants. Sur le financement, on ne va pas trop s'éterniser sur l'assurance dépendance. Ça, c'est une grande idée des assureurs. Ça ne marche pas. Donc, arrêtons de nous prendre la tête avec ça. Il y a d'autres solutions. Et je suis prêt à discuter avec les assureurs autour d'un café après cette table ronde. Par contre, le viager hypothécaire, personne ne sait très bien ce que c'est, mais pour l'avoir étudié, c'est probablement une solution de financement qu'il faut regarder. Troisième série de pistes de solutions, ce qui concerne les entreprises. En ce qui me concerne, je considère que les entreprises ne font pas leur boulot. On va s'engueuler tout à l'heure, gentiment, machin. Je pense que là, dans ce domaine-là, il faut que les entreprises fassent preuve de beaucoup plus
de courage et de détermination, et ça leur sera rendu, peut-être pas au centuple, mais en tout cas de manière très significative. Enfin, dernière piste de solution, évidemment, l'innovation, avec la 5e branche de la sécurité sociale, que toutes les campagnes électorales ressortent sans qu'aucun président qui avait promis cette 5e branche ne fasse vraiment quelque chose. Alors comme là, apparemment, personne ne l'a promis, on peut peut-être espérer qu'on y arrive. Il vous reste une minute, Olivier. Mais j'en ai absolument pas besoin. Très bien. Je finis en une phrase. Moi, je tiens toujours mes délais. Mais je t'aime. Moi aussi. Il y a le feu au lac. Il y a une question d'urgence absolue, au-delà de dimanche. Il y a le feu au lac. Et, chers amis, mesdames, messieurs, c'est à vous de l'éteindre. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je vous présente nos 5 débatteurs de cette table ronde. Et je remercie vraiment d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, à côté de vous, Olivier, Nicolas Schmit, vous êtes encore et toujours commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'insertion. À côté de vous, Marianne Monchamp, donc vous êtes directrice générale de l'OCIRP, grande spécialiste des questions de grand âge. Vous avez été députée, rapporteur du PLFSS, secrétaire d'État. Vous avez piloté de nombreuses lois. Voilà. À côté de vous, Alain Di Crescenzo, vous êtes président de CCI France. Merci aussi Stacy Elgrin, vous êtes journaliste et fondatrice de l'agence de redirection écologique, bien barrée. Et merci Frédéric Souillot, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Alors je vais demander tous les 5 un exercice très difficile, je sais, en 1 minute, 2 minutes chacun, pas plus, hein, parce que vous avez vu, je suis impitoyable avec le minutage. Une question quand même pour lancer tout le débat qu'on va avoir après. Et Olivier l'a très bien dit, c'est la solidarité intergénérationnelle aujourd'hui avec la famille éclatée, la famille recomposée. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'il faut tout redéfinir? On commence par vous, Nicolas Schmit. Merci, d'abord très heureux d'être de retour à Aix, où j'ai passé quand même quelques années aussi, avant, il y a longtemps. Voilà, moi je dirais d'abord que cette thématique de la solidarité intragénérationnelle s'inscrit dans un contexte plus large que moi j'appelle le contrat social dans nos sociétés. Et le contrat social dans nos sociétés est depuis une 50aine d'années largement ébranlé, pour être prudent. Et de la même manière, le contrat intragénérationnel. Et on voit que maintenant, puisque vous avez fait référence à ce qui se passe actuellement dans ce pays, mais qui se passe aussi dans d'autres pays, il y a un problème fondamental au niveau du contrat social, dont le contrat ou intragénérationnel fait partie. Et donc, il faut recomposer le contrat social dans nos sociétés. Alors, sur le plan européen, l'Europe a redécouvert un peu sa dimension sociale, parce qu'il n'y a pas de dimension économique, il n'y a pas de dimension, maintenant on parle beaucoup de compétitivité, si on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de nos sociétés. Et bon, j'ai eu la charge pendant 5 ans de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut contribuer à reconstituer un modèle social européen plus solide à travers plusieurs aspects, y compris aussi ce problème du contrat ou intragénérationnel. Ce qui veut dire de l'enfance, finalement, jusqu'au grand âge. Puisque, mais ce n'est pas une question uniquement, et je termine là, maintenant de dire, oui, les retraites, etc. Il y a autre chose, puisque quand on discute du climat, c'est aussi un aspect du contrat intergénérationnel. Puisque ce qu'on détruit aujourd'hui va apporter ses conséquences pour les générations futures. Donc là, il y a un besoin de reconstituer cette responsabilité intergénérationnelle. Merci. Marianne Monchamp. Merci, moi aussi, je suis heureuse d'être là. Je vais évoquer la même chose que mon voisin, mais sur un registre un peu différent. Édouard Louis a écrit un bouquin qui s'appelle Monique s'évade, et dans lequel il raconte comment sa maman, qui subit des violences intraconjugales,
eh bien, il l'a tout simplement aidé à s'évader. Et il l'a aidé à s'évader comment? En lui payant un taxi les soirs où ça bardait à la maison, en lui payant un repas les week-ends quand elle était déprimée, en complétant la note chez le médecin quand il y avait un dépassement d'honoraires. Les solidarités intergénérationnelles en France, c'est 19 milliards, c'est 2 milliards des petits vers les plus âgés. Mais si vous regardez les dérives de notre système de santé et le coût médico-économique, par exemple, de la santé mentale, alors là, vous soulevez un peu le capot et vous voyez se profiler des transferts intergénérationnels massifs. Ça existe, nous l'avons tous rencontré. Est-ce que nos politiques publiques sont capées pour prendre en compte cette réalité sociale et socio-économique? Je crois qu'on en parle après. Oui. Alors moi, je ne sais pas s'il faut vraiment parler de politique publique, parce que je me dis, est-ce qu'au fond, on a le choix? Est-ce qu'on doit mettre les vieux dans les EHPAD et les jeunes dans les rues? Et l'impression que j'ai, c'est que ce soit pour des questions financières, d'éthique, de ce qu'on veut, je crois qu'on est arrivé aux limites du système. Je prends la souffrance des anciens. Quelqu'un d'isolé a un taux de mortalité 29% supérieur à quelqu'un qui est accompagné. Je regarde nos jeunes. Le taux de réussite d'un jeune sur les études secondaires dans des familles qui sont disloquées est de 25% inférieur à un autre. Donc pour moi, on est arrivé au bout d'un système. Et je ne renverrai pas la balle entre l'entreprise et les autres corps constitués ici. Je crois que c'est un vrai problème de notre pays. Et je crois que si on ne répond pas à ça, rapidement, il y en a des outils, on va les voir, ça va nous péter à la gueule. Comme de temps en temps, ça saute. Mais on a beaucoup de chance, le système se régule. Et j'ai l'impression qu'on ne sait plus le réguler. Donc ce n'est pas un choix, c'est une obligation, il faut l'adresser rapidement. Merci. Stécie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que je vais faire une réponse qui est pas mal en écho à ce que Marianne a pu apporter. Je suis une fille du Sud, donc je suis née et j'ai grandi dans ce terroir aixois, plus précisément à côté de Berlétan, qui est quand même un bassin industriel majeur ici en France. Et quand on parle justement de la dégradation de cette solidarité intergénérationnelle, j'aimerais qu'on se demande de quelle famille est-ce qu'on parle, parce que moi j'ai grandi dans une famille ouvrière, où la phrase qu'on se répétait en permanence, c'est « on va s'en sortir ». Et quand on regarde notamment les témoignages comme ceux d'Édouard Louis, etc., qui reviennent en permanence, cette phrase, elle est omniprésente. On va s'en sortir. Le « on », déjà, il est pluriel, il est commun justement à la cellule familiale, à nos voisins, aux gens qui partagent justement ce quotidien qui est parfois invisibilisé dans les débats, que ce soit politiques, dans les débats institutionnels. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement, cette réussite, quand on parle de méritocratie notamment, elle est due à ce mécanisme de solidarité intergénérationnelle qui n'est pas en panne, au contraire. Moi, j'ai des parents qui ont accepté de prendre plus d'heures de garde, justement, dans leur taf, qui ont accepté parfois de faire des sacrifices énormes sur leur bien-être individuel pour que je puisse faire des études. J'accepte aujourd'hui de faire des sacrifices sur moi, mon travail, sur beaucoup de choses, parce que j'ai l'impression que je leur dois tellement dans cette réussite que j'ai aujourd'hui, que l'ascenseur, à un moment donné, il faut le faire redescendre. Et j'ai l'impression que quand on parle justement de ce lien qui s'est délité dans notre société, on a tendance à oublier qu'on a des exemples et des modèles qui sont absolument fantastiques, que ce soit dans les familles ouvrières, dans les quartiers populaires. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer, parce que je pense que c'est jamais plus prégnant que quand on est au fond du gouffre et que quand on a tout à perdre, qu'on se rend compte que la solidarité, elle est hyper importante. Et à l'échelle de la société, évidemment, on l'a vu au moment du Covid. Mais pour toutes ces classes que je viens de citer, c'est au quotidien. Et ça ne s'est jamais perdu finalement. Donc j'aimerais bien qu'on prenne en exemple parfois ces catégories de la population qu'on a tendance à dénigrer, alors qu'on a aussi beaucoup à vous apprendre. Merci. Frédéric Souillot. Alors, les politiques publiques, c'est là où on va avoir un désaccord, doivent, via la protection sociale collective et les cotisations, garantir la solidarité intergénérationnelle. Aujourd'hui, notre protection sociale collective, elle nous prend de la naissance jusqu'à notre mort. Elle nous accompagne. Alors après, qu'on arrive à trouver entre deux des moyens, et je suis d'accord avec vous, le « on »,
Dans les familles de travailleurs, c'est permanent. Mais chez tout le monde. Mais le on, il est permanent. L'ascenseur, il ne fait pas que monter, il doit redescendre. Maintenant, dans les politiques publiques, et vous avez parlé de politique sociale et pas de politique économique, quand on décide de privatiser les EHPAD, je ne vous refais pas le scandale Orpea, eh bien, quand on décide de le faire aussi pour les crèches privées, eh bien, on arrive à la même chose. Maintenant, le dialogue social dans les entreprises, on doit discuter du lien intergénérationnel. Et je ne vous parle pas de l'abrogation de la réforme des retraites. C'est comment est-ce qu'on arrive à discuter, trouver des accords qui font que, et on en parlera après, pour les aidants et les proches aidants, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective pour parler de la solidarité intergénérationnelle, de notre protection sociale collective, qui, je le pense, est encore la bonne solution. Maintenant, sur la famille, la société évolue. Les familles éclatées, comme vous avez dit tout à l'heure, ouais, ça existe. Moi, j'ai eu la garde de mes enfants, et pour un homme, en 2000, c'était pas simple, et pour autant, j'ai continué à les élever, et j'espère qu'un jour ils me le rendront, parce que l'ascenseur, il ne fait pas que monter, et il va redescendre. Merci. Alors, Frédéric, vous avez presque commencé le débat, parce que je voulais qu'on commence effectivement ce débat par justement la question des politiques publiques et de la construction des politiques publiques. Alors, quand on a préparé ce débat, Marianne m'a dit, moi je veux commencer par ça, pour dire qu'il y a un problème un peu quand même dans la construction des politiques publiques, parce qu'on a un référentiel erroné. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce point-là et pourquoi c'est aujourd'hui problématique? Et puis, ce débat, c'est aussi un débat avec vous, et donc si à un moment vous avez envie d'intervenir, vous avez tout de suite envie de poser une question et qu'on n'a pas forcément le temps à la fin. Normalement, il y a un temps qui vous est imparti, mais n'hésitez pas aussi à lever la main et à intervenir et à poser une question à nos débatteurs. C'est aussi ça, on est là pour ça aussi. Mais Marianne, je vous passe tout de suite la parole sur ce sujet-là. Alors, je vais essayer de prendre un exemple. Je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup de nos politiques publiques sont construites sur la référence à l'âge civil qui conduit au guichet administratif. On est avant 60 ans, après 60 ans, avant 64, après 64, avant 18, après 18. En réalité, la protection sociale, elle s'intéresse à l'âge réel des gens, c'est-à-dire leur âge biologique, leur capacité à faire. Et l'âge biologique, il rend possible le projet de vie ou pas. Et je vais prendre un exemple. Il peut être très important de regarder ce qui se passe dans les branches professionnelles, parce que selon la branche professionnelle dans laquelle on travaille, l'usure professionnelle, la somme des pénibilités, va conduire nos concitoyens à avoir en réalité un âge biologique qui, dans certains cas, ne va pas être le même qu'ailleurs. Et quand les politiques publiques sont construites vues d'avion, et quand elles n'entendent pas les spécificités qui sont liées aux branches professionnelles, par exemple, et on pourrait prendre plein d'autres exemples, elles commettent des contresens. Et parmi ces contresens, il y a des décisions qui sont abruptes, qui sont des décisions couperées, qui excluent des politiques publiques une partie d'entre eux. Et c'est en ce sens que je dis, si l'on veut éviter de... Vous donnez un exemple. Mais c'est exactement celui que je prenais. Par exemple, aujourd'hui, pour bénéficier de l'allocation personnalisée autonomie, il faut avoir 60 ans. Avant, on est handicapé, après, on est vieux. Mais on peut avoir besoin d'être soutenu dans son autonomie, alors même qu'on a développé un Alzheimer jeune. C'est un casse-tête pour nos concitoyens qui développent un Alzheimer jeune. Ils sont quoi ? On les considère comme des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Et si vous voulez, cette construction avant-après qui conduit au guichet administratif crée des distorsions
et crée des inégalités absolument redoutables. Donc il faut méthodiquement interroger la construction des référentiels des politiques publiques et écouter cette ascendance que permet notamment, en effet, la négociation sociale. Je crois que Stécie, vous voulez rajouter un point sur ça ? Oui, tout à fait. Je pense que ça rejoint pas mal le fait de questionner aussi notre vision de la vulnérabilité dans la société, où aujourd'hui, en effet, on considère que en termes de génération, on aurait presque ce qu'il y a avant 25 ans et après 60 ans, et le reste entre les deux, finalement, bon, faites votre vie, débrouillez-vous. Moi, j'aimerais peut-être consulter un peu le public, justement, parmi vous, combien ont des enfants en bas âge, ici ? Des jeunes enfants ? Il n'y en a pas plus ? Ok. Là, vous voyez, il fait assez chaud, la température est en train de monter, on s'approche de l'été, c'est normal. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de laisser votre enfant dans la voiture enfermé seul pendant que vous allez faire des courses ? Non. Évidemment, ce serait quand même pas très responsable. Si je vous dis maintenant que cet enfant, il s'appelle Fabrice, il a 60 ans, mais qu'il n'est pas enfermé dans une voiture, mais plutôt dans un hangar à travailler toute la journée, sous la même chaleur, avec exactement le même genre de conditions qu'on est en train de décrier pour nos enfants. Est-ce que ça va vous venir à l'esprit aujourd'hui de faire des communications, etc., pour expliquer qu'en tant qu'employeur, laissez votre employé dans ce genre de conditions, ce n'est pas décent, ce n'est pas humain ? Bah non, on ne le fait pas. Donc moi, cette personne dont je vous ai parlé, là, c'est mon père, qui est exactement dans ce genre de conditions, qui travaille toute la journée, tout l'été, par 40 degrés de chaleur, et son employeur ne se préoccupe pas de ces conditions. Si vous prenez le droit du travail, il n'y a aucune mention sur des températures maximales à partir desquelles on ne pourrait plus travailler. C'est en train d'arriver. On est en train de parler notamment du chômage intempérie avec les canicules, mais c'est comment est-ce qu'on rend cette appréhension de la vulnérabilité dans notre société à tous les âges systémique et vraiment pris en compte dans notre loi, et comment est-ce qu'on arrête de comprendre en fait que on est vulnérable uniquement quand on est très petit ou quand on est très vieux. Je considère qu'on est toutes et tous aujourd'hui à des moments de notre vie où on aura besoin des autres, on aura besoin de solidarité, et malheureusement ça, notre exécutif et les entreprises ont du mal à l'intégrer, j'ai l'impression parfois. Alors Nicolas Schmitt, je vous ai vu réagir à ce que disait Stassi, mais je voudrais vous remettre dans votre position aussi de commissaire européen. Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer dans l'établissement de cette solidarité intergénérationnelle au niveau européen ? Et quand on parle de cette question-là, est-ce qu'il y a un modèle en Europe, ou est-ce qu'il y a des modèles, ou est-ce qu'on peut piocher là pour s'inspirer de choses qu'on peut aussi développer en France ? D'abord, pour rebondir sur le cas précis de la problématique du réchauffement, puisque c'est aussi un aspect du réchauffement climatique. Effectivement, maintenant, c'est devenu une question sociale importante. Jusqu'à quelle température est-ce qu'on peut encore demander à quelqu'un de travailler normalement, et sous quelles conditions? C'est devenu une thématique européenne. Il y a une agence européenne qui travaille sur cet aspect pour voir. Alors bien sûr, entre la Suède et la Sicile, il y a des écarts énormes, il y a des cultures, des habitudes différentes. Mais ce problème est là et il faudra le résoudre parce qu'il y a un problème démographique. On veut que maintenant les gens travaillent plus longtemps. Alors je sais que c'est une question très délicate. On va refaire le débat des retraites. Oui, mais alors il y a une autre table si on ronde demande ça, on ne peut pas les laisser travailler dans n'importe quelle condition. Donc il y a là une condition sujet, préalable. Nicolas. Alors est-ce qu'il y a des modèles ? Non, je ne crois pas qu'il y ait des modèles parfaits en Europe sur les contrats intergénérationnels. Il y a des réponses meilleures dans certains pays que dans d'autres. Par exemple, puisque quelqu'un a dit les EHPAD, oui, il y a des modèles. Il faut quitter le système des EHPAD. Primo. Deuxièmement, il faut cette illusion que le grand âge est une marchandise. C'est un scandale. Et c'est une faillite des politiques publiques d'ailleurs. C'est une faillite des publiques. Parce qu'on a cru se substituer le marché à une responsabilité de la société. Alors vous me demandez, est-ce que l'Europe agit ? Oui, l'Europe a réagi, puisque l'Europe fait partie aussi parfois de la solution comme du problème. Parce que vous m'avez demandé de ne pas faire de la langue de bois. Alors, du problème, oui, parce qu'on a cru que finalement le social pouvait être marchandisé.
D'où d'ailleurs le grand âge, les crèches, etc. C'est une marchandise, un service comme n'importe quel autre. Et donc, les conséquences, elle les connaît. Donc, je crois que là, il faut redécouvrir l'aspect solidarité, l'aspect responsabilité publique, mais aussi les modèles qui sont différents. Parce qu'une société éclatée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met les personnes âgées simplement loin de la société. On les met dans les EHPAD et quelqu'un d'autre s'en occupe et on paye plus ou moins pour ça. Et ça, je crois qu'il faut quitter ces modèles-là. Les Pays-Bas, un peu la Suède, etc., sont sur une voie différente. Il y en a d'autres qui sont encore, voilà, le grand âge, c'est pour les EHPAD. Bien sûr qu'il y a un besoin aussi d'institutions, mais je crois que la solution, c'est d'abord la désinstitutionnalisation. Donc je crois que là, l'Europe peut faire des choses. On a fait d'ailleurs non seulement un rapport sur les soins de long terme ou à long terme, mais aussi des recommandations à la fois sur la qualité des soins, mais il n'y a pas de qualité des soins sans qualité des conditions de travail. Vous n'avez pas une institution où les gens ont des conditions de travail affreuses, et c'est le cas notamment dans beaucoup d'institutions, d'ailleurs beaucoup de femmes qui en sont les victimes, et en même temps avoir des qualités. Ça n'existe pas. Donc il y a toujours les deux choses. Et là, je crois que l'Europe peut agir pour effectivement travailler sur des modèles plus humains, plus équilibrés et plus respectueux de la dignité. Alors, on vient de parler des politiques publiques. Moi, je voudrais qu'on parle du rôle de l'entreprise. L'entreprise, c'est aussi un lieu de lien social et de solidarité, évidemment intergénérationnelle. Alain Di Crescenzo, on parle de mentorat, on parle d'apprentissage, on parle aussi de la question de la transmission d'entreprise. Oui. Dans quelle mesure, en fait, et comment peut s'organiser la solidarité intergénérationnelle dans l'entreprise? Premièrement, je voudrais répondre à l'ouverture et il ne faut pas se tromper dans ce qui se dit. On est tous impliqués là-dedans. On est tous dans le rond. D'accord? J'ai vu une évolution et je vais vous donner quelques chiffres, notamment de l'emploi des plus de 50 ans dans notre pays qui est la France, donc qui est passé en 2000 de l'ordre de 12% à quasiment 20% aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Et puis j'ai regardé, comme je savais que j'avais un commissaire européen, j'essaie de nous situer. Comment on se situe, nous, la France? Non pas sur l'employabilité globale, parce qu'au fond, ça ne veut rien dire. Parce qu'il faut être précis sur la segmentation de l'employabilité. Et je me suis rendu compte qu'on est mauvais ou pas bon sur les 15-25 ans, non pas qu'on veuille, c'est la tranche qui est donnée, hein, c'est pas qu'on veuille faire travailler des petits, sur les 15-25 ans et au-delà de 55 ans. Et vous voyez, moi j'ai trouvé une référence, et je vais vous la donner, et je vais vous donner les chiffres. Les 15-25 ans, le taux d'emploi français est de 36%, 35%. En Allemagne, il est de 51%. En moyenne européenne, il est de 37%. Et si je regarde les seniors, je me sens un tout petit peu visé sur le truc, hein, donc les 55-64 ans, 58% pour la France, 74% pour l'Allemagne. On a 15 points d'écart entre les deux, même si on a évolué. Alors, quels sont les outils? Donc tout ça, ça veut dire, quand je suis très proche d'une entreprise qui s'appelle Schneider, on sait, d'accord? Et on agit dans nos grandes boîtes, on agit dans nos petites boîtes. Bon, sans doute pas assez vite, mais ça agit. Donc quels sont les leviers qui sont les nôtres aujourd'hui? Premièrement, on a un levier magnifique qu'on avait complètement oublié, l'apprentissage. Et je sais que tu fais partie de ces jeunes-là qui ont pu participer à l'apprentissage. Je vous donne juste quelques chiffres. En 2017, on avait 350 000 apprentis. Aux alentours de 2020, on était aux alentours de 500 000, on est à 800 000. Et là, ce qu'on se dit, c'est qu'on est loin encore du million qui existe en Allemagne et qui fait que le taux d'employabilité n'est pas le même. Sur les seniors, vous connaissez les initiatives sur les seniors. Toutes les initiatives qui ont été faites avec un score senior, avec de la sensibilisation. Et avec l'outil qui dit qu'on a absolument besoin, à l'heure où on cherche de la main-d'œuvre, de maintenir nos seniors à bord. Et puis il y a cette magie qui ne coûte rien. Mais on n'y pense pas, le mentorat. Le mentorat, et moi je suis très fier, si vous voulez, avec nos chambres de commerce, de fournir 130 000 apprentis par an aux entreprises. Mais ce n'est pas les apprentis qu'on fournit, c'est le système. C'est le système avec le mentor.
et qui fait que le taux de rétention est de plus de 20%, un mentoré versus un non mentoré. Et le taux d'efficacité est de 15 points. Mais on voit le mentorat du vieux vers le jeune, ou de l'ancien comme moi vers le jeune. C'est pas vrai. Il y a du jeune vers le vieux. Ce qu'on appelle le reverse mentoring, avec des résultats extraordinaires. Alors, ça c'est ce que fait au niveau de l'entreprise, mais après on a un vrai sujet devant nous, sur lequel nous sommes aussi partie prenante. C'est la transmission d'entreprise. Je vous décris un peu le paysage. On a à peu près 25% des entreprises aujourd'hui qui sont dirigées par des gens un peu comme nous, pas vous madame, hein, moi, c'est-à-dire 55, 60, 65 ans. Si on ne trouve pas de système pour faire la reprise d'entreprise, et on en tue 20 000 par an d'entreprises parce qu'on n'a pas de repreneur. Si on ne trouve pas de système, on a globalement un stock à 10 ans de 800 000 entreprises qui peuvent mourir. Et donc là-dessus, ce que nous faisons, c'est qu'on essaie d'essaimer dans nos entreprises. Et dans nos chambres de commerce, c'est une grande priorité qui est ce qu'on appelle le repreneuriat. On est les champions dans ce pays de la création d'entreprises. On a créé 1 million l'an dernier. L'année d'avant, 1 million. Créer, c'est bien. Faire durer et pérenniser, c'est aussi bien, voire c'est mieux. Donc si vous voulez, il y a toutes ces initiatives qui existent aujourd'hui. Et moi, simplement, je vais simplement rappeler quelque chose sur lequel qui m'a beaucoup motivé, même si je l'ai vu en tant que patron d'entreprise et patron de chambre de commerce, c'est l'apprentissage. Je voudrais simplement me dire sur l'élément suivant. Pourquoi croyez-vous qu'on est passé de 300 000 à 800 000 ? On a revalorisé les métiers. On a expliqué que c'était une filière d'excellence. Parce qu'on a dit que l'enseignement supérieur était aussi disponible pour l'apprentissage. On a mis de l'argent public. On a mis de l'argent public. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Et donc, si vous voulez, quand mettre de l'argent public, ça permet de multiplier par 3 l'emploi de ces jeunes-là, en multipliant pas par 3 l'apprentissage, je crois qu'on a fait un bon investissement. Donc voilà, pour conclure sur ce que je viens de vous dire, personne ne s'exonère de la situation. Personne. D'accord ? C'est un sujet qui touche tout le monde et l'entreprise est aussi parmi le tout le monde et au premier plan parce que c'est l'employeur. 30 000 salariés aujourd'hui, la moitié de la population. Et simplement, il y a des systèmes qui existent et surtout gardons-les, voire accélérons-les. Et donc c'est pour ça que sur l'apprentissage, si je peux me permettre un dernier point, on a de super résultats d'apprentissage, on a des résultats catastrophiques à lycée pro. Pourquoi ? Faisons pareil. 700 000 jeunes en lycée pro, il y en a 30% qui se placent. Le contraire au niveau de l'apprentissage. Ben là-dessus, il faut prendre les mêmes recettes, du mentorat obligatoire. Et simplement, ce que j'ai proposé au gouvernement, il y a quelques mois, bon, on verra dans le futur, c'est que j'ai proposé quelque chose qui s'appelle le pas de côté. J'ai proposé une expérimentation. J'ai proposé une expérimentation dans les territoires d'outre-mer, et je vois mon collègue qui est ici présent, dans un territoire rural et dans un territoire urbain métropolitain, basé sur les métiers sous tension. Et j'ai demandé de créer une cohorte avec des titulaires du RSA et des jeunes en lycée pro, dont les métiers ou les aspirations correspondent aux besoins qu'on a aux métiers sous tension. Donc des jeunes et des moins jeunes. Et j'ai proposé que l'entreprise, via les chambres de commerce, fasse 2 formations, bien sûr que l'on prend en charge. L'une sur le retour à l'emploi, sur ce qu'on appelle les soft skills, vous savez, c'est arriver à l'heure, c'est savoir dire 2 mots. Et la deuxième, bien sûr, c'est sur les formations métiers et qu'on fasse une expérimentation en encadrant à la fois l'entreprise et ses populations. Et j'espère bien qu'un jour, un gouvernement me dira oui là-dessus. Voilà, je voulais m'arrêter là-dessus. Frédéric, je voulais vous entendre sur la question, effectivement, mentorat, apprentissage. C'est aussi un facteur de solidarité dans l'entreprise. Alors, l'apprentissage, soit. Alors j'en viens, je sais de quoi je parle. Mais pour autant, pas à n'importe quel prix. Aide publique pour valoriser, faciliter l'apprentissage, il faut après parler de conditionnalité d'aide publique aux entreprises. Un certain nombre d'apprentis, une fois l'apprentissage terminé, on leur dit, ben voilà, on vous a formé, vous avez un bon CV, vous avez le diplôme, allez chercher du travail. Alors que dans la foulée, on reprend un apprenti, 2 apprentis, 3 apprentis, parce qu'il coûte moins cher. Je suis d'accord sur la valorisation. Maintenant, il faut combattre ce genre de doctrine.
ou de volonté. Maintenant, sur le fond. Alors, on va être d'accord, les deux tranches, les 15-25 et les 55-64. Si on prend les chiffres de l'OCDE, 55-64, et pendant toute la bagarre de la réforme des retraites, j'ai repris ce qu'avait écrit la chaire des économistes ex-Marseille. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, on n'avait plus de problème de financement de la retraite par répartition. 30 milliards après-demain matin. Aujourd'hui, quand on parle de tutorat ou de mentorat, on doit aussi penser aux salariés dits âgés. Bon, déjà, dans le Code du travail, il faudrait qu'on retire salariés âgés à 45 ans. Parce que, quelque part, ça fixe une strate. Et dès qu'il y a la strate, et dès qu'on l'a dépassée, eh bien, on commence à nous regarder différemment. Donc, trouvons des solutions pour les 55-64 ans. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Ils ont perdu leur emploi vers 54-55 ans. Ils sont ou en maladie, ou en invalidité, et pour 18% d'entre eux, ils sont au RSA. On a des systèmes de retraite progressives, en biseau, que nous avions jusqu'en 2000. Les jeunes, vous ne pouvez pas savoir ce que c'était, mais c'était formidable. C'était intergénérationnel. On ne refait pas le débat des retraites ici. Je ne refais pas le débat des retraites, mais on parle de solidarité intergénérationnelle. Ça, parce qu'on va parler des aidants. Mais c'est un gros 70 ans. Sur le fond, la pratique contractuelle et conventionnelle, notre protection sociale collective, oui, c'est ce que nous devons arriver à faire, à trouver en accord, un accord national interpro, solidarité intergénérationnelle. Alors on n'y est pas arrivé sur pacte de la vie au travail, non, où là on avait l'emploi des seniors dedans, non, et la solidarité intergénérationnelle. Bon, parce que l'État avait décidé de cadrer. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Pour autant, gardons les gens dans l'entreprise le plus longtemps possible, mais dans de bonnes conditions de travail. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle n'évolue plus depuis 2014. Elle est à 64 ans. Je vais prendre un exemple très simple d'espérance de vie en bonne santé. Une minute, Frédéric. Une minute, Frédéric, pas plus. Et Goutier. Et Goutier, leur espérance de vie en bonne santé, c'est 52 ans. Eh bien là, j'y reviens pas, mais sur la réforme des retraites, on leur dit départ en retraite à 52 ans. Eh bien, on se trompe. On aurait dû le regarder, le prendre par le haut, et que ce soit nous qui le faisions, les interlocuteurs sociaux, plutôt qu'on demande à l'État de nous faire une loi qui ne nous convient pas ni aux uns ni aux autres. Alors moi, je voudrais qu'on parle d'un vrai sujet. Vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier? Parce que j'ai pas parlé d'un vrai sujet. Non, mais... non, mais attendez. Un autre vrai sujet. Ah bon? Non, mais je suis désolé, je nous trouve, je m'englobe, c'est pas juste, mais c'est comme ça, par solidarité de table ronde, un peu irénique. Irénique, ça vient de Saint-Irène qui, quand on lui brûlait les pieds, continuait à dire « tout va bien, la vie est belle ». Rien ne va bien, et il y a, comme je le disais, le feu au lac. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de solution, on appelle ça top-down. Et là, pour une fois, j'exonère les institutions européennes. Elles ne peuvent rien faire. Parce que les conditions de travail entre effectivement Stockholm et Bari, on n'arrivera jamais à les unifier. Donc moi, alors les deux jeunes femmes, c'est peut-être un hasard ou pas, elles sont toutes les deux merveilleuses parce qu'elles disent voilà, on vient de là, on va faire ça là. Moi, je cible sur les syndicats et les entreprises. Je considère que pendant très longtemps, les syndicats ne se sont pas intéressés. Là, je peux parler pendant 4 heures. Mais non. Mais non. Je ne le ferai pas. Ne se sont pas intéressés aux conditions de travail. Et tu ne me démontreras pas le contraire. Et les entreprises, je les trouve dans la période actuelle une extrême. T'es très talentueux, donc on t'a applaudi. Et moi aussi, hein.
Mais c'est pas la réalité des entreprises que tu décris, c'est la réalité de certaines entreprises. Non, mais attends. J'aimerais qu'on finisse cette table ronde sur juste deux choses. Après, je te jure, je me tais. Un, c'est que chacun d'entre nous, je ne m'exonère pas, fasse une proposition vraiment concrète et que ce soit repris dans les actes. Deuxièmement, que la salle, à qui tu vas passer la parole, chacun réfléchisse à comment est-ce que je pourrais augmenter la solidarité intergénérationnelle. Ça n'a aucun intérêt que vous veniez écouter des experts en disant ouais, ils sont vachement bons, ils sont là. Non, merde, c'est vous. Nous, on peut vous aider, mais chacun, moi je prendrai n'importe quel cas en racontant comme tu l'as fait l'histoire de ton père. Tu as pris plus d'une minute. Bon, Olivier. Alors je m'arrête, mais bordel, réfléchissez sur votre cas. Oui. Je vais vous passer la parole. Il y a deux sujets quand même que je voudrais il y a plein de mains qui se lèvent. Je vous promets, je vous passe la parole. Il y a deux sujets quand même que je voudrais qu'on aborde. Je sais que très vite et il nous reste 15 minutes et c'est terrible. C'est celui des aidants et du congé aidant. Et une question énorme, surtout aujourd'hui, compte tenu de nos comptes budgétaires, c'est celui du financement. Alors, le congé aidant et le financement. Marianne, Frédéric, et puis peut-être aussi Stécie. Sur le congé aidant, une chose toute simple. Les entreprises ont découvert la question du vieillissement en découvrant que certains de leurs salariés étaient coincés parce qu'il fallait qu'ils aident leurs parents ou leurs proches et que c'était incompatible avec leur vie professionnelle. Et c'est comme ça que le sujet est apparu. Et ce sujet du vieillissement, qui est un sujet sociétal et qui percute assez peu le monde de l'entreprise, il a commencé à s'instiller dans l'entreprise à travers la question des aidants. Et quelle a été la réponse publique ? Elle est intéressante, mais elle est risquée. Elle est intéressante parce qu'elle a disposé le principe d'un congé pour les aidants. Quelle était l'origine de cette réflexion ? C'était quelque chose qui ressemble à des indemnités journalières, c'était quelque chose qui correspond au congé que l'on peut accorder à un salarié qui vient d'avoir un enfant. Et à partir de ces notions-là, on a fabriqué le congé proche aidant. Mais le congé proche aidant, c'est un nombre de jours très limité pour toute la carrière. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène les salariés à retenir une chose, c'est qu'ils sont invités, le cas échéant, à s'absenter et à déserter leur emploi pour remplacer un auxiliaire de vie. Dans certains cas, c'est indispensable de le faire, parce que c'est la fin de la vie de quelqu'un, parce qu'il faut être à ses côtés. Mais la vérité, c'est qu'il faut pouvoir avoir le choix. Et avoir le choix, ça veut dire que si on ne soutient pas l'aide des proches, c'est-à-dire si on ne permet pas aux personnes fragilisées d'être aidées par un système de protection sociale qui fait du care, alors ça veut dire que ce sont sur les actifs et les salariés que reposera la charge de l'aidance et qu'on les invitera gentiment à s'absenter du travail en les indemnisant pour pouvoir aider leurs proches. A-t-on le choix ? Et quelle question posent les salariés quand un pépin comme ça arrive ? La question qu'ils posent, c'est « je fais comment ?» Comment ? Comment je fais dans les méandres administratifs ? Comment je fais pour trouver des solutions à domicile ? Et cela, ça n'est absolument pas traité aujourd'hui, ça n'est pas traité par la 5e branche. Nous, à l'OCIRP, on est en train d'inventer un modèle qui est un modèle d'agencement de la réponse en accompagnement de la personne confrontée à la situation d'aidance. J'aurais terminé en disant, il y a un secteur d'activité où c'est dramatique, cette situation. C'est le secteur du soin et de l'aide à domicile. Parce que vous avez des auxiliaires de vie qui sont payés 890 € moyenne, d'accord ? Et qui doivent faire le choix entre aider leurs parents âgés et rester en emploi. Vous savez quelle est leur réponse ? Franchement, l'option, elle est vite prise. Je quitte mon job et quelque part, j'aide mon proche. Et pendant ce temps-là, dans les EHPAD dont on parlait gentiment tout à l'heure, 80% d'intérimaires parce qu'on ne trouve plus de ressources pour faire face aux besoins d'accompagnement de la personne qui avance en âge. Vous voyez, c'est une autre illustration du défaut de fabrique des politiques publiques. Le congé proche aidant est une avancée sociale, mais pas comme ça. C'est un ensemble et c'est une réponse complète pour que les salariés puissent avoir
le choix. Ça fait la bonne transition avec la question du financement aussi. Et donc, je voudrais vous entendre à la fois Frédéric et Alain Di Crescenzo sur cette question du financement. J'y vais. Vous n'allez pas être d'accord, donc... Si, on va le devenir. Sur aidant, je voudrais juste reprendre un petit peu. 2 secondes, 2 minutes. Pas plus. C'est une avancée sociale, mais il faut que nous, on l'apprenne, organisation syndicale d'employeurs et de salariés, et qu'on bosse là-dessus et qu'on négocie. Sinon, ça va être un rouage intergénérationnel, soit, mais on aura le même problème quand vous serez embauché, on vous demandera quel âge ont vos parents. La même question qu'on vous posait, est-ce que vous allez faire des enfants? Et là, on s'interrogera. Donc, c'est un bon rouage, c'est une belle avancée sociale, mais nous, il faut qu'on le reprenne et qu'on travaille le sujet. Maintenant, sur financement. Financement de la 5e branche? Alors, financement de la 5e branche, mais déjà financement de notre protection sociale collective. D'abord, avant qu'on crée une 5e branche, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de ça, comme tous les ans, dépenses, dettes et tout ce qui va avec. Nous disons, et depuis longtemps, conditionnalité d'aide publique aux entreprises. Pas fin des aides publiques. À quoi servent-elles et quelles conditions on met en face? Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer nos budgets? Les 10% de seniors en plus des 55-64 ans, c'est 30 milliards dans les caisses. L'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, c'est 6 milliards demain matin dans nos caisses. Donc, arrêtons de voir ça comme une dette, mais avançons sur le sujet conditionnalité des aides publiques. Alain, Stécie. Oui. Moi, je voudrais revenir sur... et après, on passe la parole aux questions tout de suite. Non, sur les aidants... Bon, le dispositif n'est pas connu des entreprises. Alors, je ne vous parle pas des 6000 plus grosses. On ne connaît pas. Donc, l'action qui est la mienne au niveau des chambres de commerce, c'est de former des entreprises. Il y en a 6000 qui savent, il y en a 4,5 millions qui ne savent pas. Voilà. Et donc là, si vous voulez, c'était écrit au programme pour former sur le système qu'on a aujourd'hui. Bon. Après, sur le financement, moi, je ne suis pas un syndicat patronal, hein, tu le sais, hein, donc je n'ai pas compétence de négociation et ce n'est pas mon périmètre. Moi, simplement, je voudrais... Je me fais du souci pour la TPE-PME. TPE-PME, je me fais du souci. Voilà. Et je dis simplement, dans le financement qui vient de l'entreprise, si c'est un financement additionnel, il faut se méfier. Il faut se méfier. Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises en difficulté. Structurellement, c'est compliqué. Conjoncturellement, c'est encore plus compliqué. Et donc, je dis, il faut faire attention au juste équilibre. Donc, oui, il faut prendre en compte le système. Je suis d'accord, complètement d'accord. Il faut prendre en compte. Mais je dis, il ne faut pas détruire le système de la toute petite entreprise. Je vous donne simplement la répartition des entreprises. Il y a 4,5 millions d'entreprises. Il y en a 3,5 millions, il n'y a pas de collaborateurs, c'est les micro-entreprises. J'en ai globalement 1,2 million, c'est de 1 à 9. Vous voyez, le reste, il n'a presque plus. Et donc, simplement, sur ce segment du 0,9 collaborateurs, la petite entreprise en est d'une grande fragilité. Donc, il va falloir trouver des solutions d'adaptation, de péréquation, etc. Mais il faut faire très attention au plus par rapport à eux. Moi, je veux... 30 secondes et... Ouais, 30 secondes et je passe le micro à Sassi. Oui. La 5e branche, aujourd'hui, enfin la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, c'est un peu plus de 40 milliards d'euros. Ça ne suffit pas, il en manque 20, je la fais très courte. Les 20, on les trouve comment? Aujourd'hui, les ressources dans la sphère sécurité sociale, c'est quoi? C'est de la fiscalité, essentiellement sur l'assurance maladie, et c'est des charges sociales. Il est très compliqué aujourd'hui d'alourdir le tout. Oui, qu'on appelle les cotisations. Cotisations sociales. Frédéric a raison. Pardon, autant pour moi. Enfin, vous voyez de quoi je parle. C'est la même ligne. Et donc, c'est la même idée. Aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut pas accroître les prélèvements obligatoires parce que ça fragilise nos organisations. Aujourd'hui, dans le pays, il y a 1600 milliards d'épargne en assurance vie. Qui est éligible à l'épargne? Il y a une très grande inégalité dans l'accès à l'épargne
et une partie de nos concitoyens ne peuvent pas épargner. Je pense qu'il serait utile, dans le cadre de la négociation collective, de proposer aux organisations syndicales et patronales de rechercher un nouvel horizon de la négociation collective pour renforcer, pas du tout politique, pour renforcer la capacité d'épargne de nos concitoyens, y compris d'ailleurs avec des mécanismes de solidarité renforcés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité de financer la perte d'autonomie liée à l'âge. Stécie. Peut-être pour rebondir, j'ai conscience qu'on est aux rencontres économiques et que donc tout ce qui est lexique, économique, etc., c'est un peu de rigueur, mais à un moment donné, on parle d'atterrir, on dit qu'il y a le feu au lac, etc. Quand moi j'entends qu'il faut négocier, qu'il y a des choses de financement, etc., il y a des choses avec lesquelles on ne va pas pouvoir négocier. En effet, c'est les limites planétaires, on parle de climat, etc., mais il y a aussi des planchers sociaux avec lesquels on peut plus se permettre de négocier. Quand on voit des gens en fait, qui crèvent avant d'avoir pu profiter de leur retraite dans des conditions qui sont déplorables, alors qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui font des super profits, qui continuent à augmenter chaque année le nombre de dividendes qu'on reverse, qui continuent en fait à se payer du champagne pendant que les autres crèvent de soif, bah en fait je me dis à quel moment donné est-ce qu'on va arrêter justement de se dire qu'on peut toujours négocier justement avec les gens qui font tourner ce pays, parce qu'il faut se le dire, si aujourd'hui on a des milliardaires en France, etc., c'est parce qu'il y a des gens comme mon père qui travaillent pour que ces gens aient du pognon. Donc à un moment donné, voilà, c'est fixer les planchers sociaux et se dire que ces planchers ne sont pas négociables, c'est tout. Alors, une première question, Madame, vous en aviez... Madame. Je crois qu'il y a un micro qui arrive. Et puis après, il y a une solidarité intergénérationnelle, on peut penser aussi espace. Hein? Je vais donner un petit exemple. Je crois que c'est à Nantes. Vous avez une école maternelle, vous avez des logements de personnes âgées, vous avez des studios d'étudiants, studios handicapés et des familles. Les personnes âgées sont en meilleure santé parce qu'elles vont à l'école maternelle, elles aident aux sorties, etc. Elles dépannent une maman parce que le gamin a la fièvre le matin, elle ne pourrait pas aller travailler, bon, etc. Je pense qu'il faut arriver à mixer les populations, les âges et tout dans un espace. Quand on construit un grand ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne prévoit pas une série de studios regroupés pour les personnes de cette cité qui, en vieillissant, vont avoir besoin d'habiter au rez-de-chaussée, vont avoir besoin d'infirmières qui va pouvoir faire le tour, ça coûtera moins cher à la Sécu, hein, etc. Hein, et ça permettra à ces personnes de garder leur coiffeur, de garder leur alimentation, où elles ont des habitudes, ce qui est aussi très important. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu inventif. Merci, Madame. Donc, ce n'était pas une question, mais une proposition. Alors, Madame, on en prend deux. Il nous reste 2 minutes. Vraiment, Bonjour. on a un temps... Je vais me lever. Bonjour. Donc, alors, une question très rapide. Rapide, et puis une proposition. Et une proposition. Donc, je suis confrontée, en fait, à la double problématique qui a été abordée dans cette table ronde, qui est à la fois le départ à partir de 45-50 ans en entreprise, donc ce qui a été mon cas puisque j'ai été directrice de communication pendant une 30aine d'années en entreprise, et à partir de 45 ans, on est mis à la porte. Voilà. Et la deuxième problématique qui est pour les jeunes qui sont effectivement en bac professionnel, ne trouvant pas de job, donc j'ai fait des CDD, etc., mais du coup, j'ai regardé les jobs à l'Éducation nationale, puisque l'Éducation nationale recrute. Et donc, je suis aujourd'hui dans un métier qui vient d'être créé, qui s'appelle, ils adorent les acronymes, RBDE, Responsable Bureau des entreprises, qui met en contact le monde de l'entreprise et les lycées professionnels. Donc, alléluia, c'est très bien, ça a été créé, on est 2000 en France. Sauf qu'on a énormément de mal, je suis sur 2 lycées professionnels, énormément de mal à trouver des stages, puisqu'on a des CAP première et deuxième année et des bacs pro, 3 ans, donc 4 stages pour les CAP et 6 stages pour les bacs pro, qui ont entre 16 ans, 15 ans et 18 ans. Or, les entreprises ne prennent pas de stagiaires avant 18 ans. Et donc, votre proposition ? Donc, une proposition, créer éventuellement un label pour toutes les entreprises qui revendiquent
la RSE, mais créer un label, j'embauche des stagiaires, je prends des stagiaires éventuellement, et pourquoi pas aussi éventuellement faire changer un petit peu les lois de l'entreprise ou le règlement de l'entreprise en acceptant de prendre des stagiaires avant 18 ans. Parce que ça, ce sont des centaines de milliers, comme vous le disiez monsieur, de stagiaires, d'élèves qui ont besoin d'avoir un stage, or ils n'en trouvent pas. Merci madame. Une proposition ou une question? Une question. Alors, super rapide et une réponse super rapide. Bonjour, je m'appelle Alexandre Pastor, je travaille auprès des jeunes et en fait je suis assez étonné déjà qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes aussi sur la scène, déjà. On parle d'intergénérationnel, mais bon, j'aimerais bien qu'il y ait une pluralité qui soit représentative de la société. Mais bon, c'est un choix, voilà, éditorial. Attendez, sur ce sujet-là, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence font énormément de choses. J'en fais partie de la promo jeunesse, c'est pas de souci, mais c'est sur scène. D'accord. On est dans la salle, mais on n'est pas sur scène. D'accord. Mais il y a Stassi, posez votre question. Oui, la question c'est où est la place de l'associatif? Parce qu'il n'y a pas une fois qu'on a dit association, alors que c'est les associations qui s'occupent des plus petits et des plus grands. Et on n'a parlé que du monde économique. Et je pense que la solution passe aussi par l'associatif. Eh bien, Stassi va vous répondre. Stassi. Merci Alexandre, parce que je sais qu'on se connaît dans la vraie vie et merci beaucoup. Je partage le constat. C'était piloté tout ça. Non, pas du tout. Non. Je pense que le constat, quand on a 5 personnes sur scène et en effet qu'on a une seule personne qui représente la jeunesse, c'est exactement la même question quand on a le problème avec les femmes. Il faut la poser et il faut essayer de se remettre en question pour changer ensuite. Sur la question des associations, je suis hyper d'accord. Je suis hyper d'accord et c'est aussi ce qui s'est passé avec la retraite. On a parlé, on a dit que c'était pas le lieu, mais quand on pousse justement nos personnes âgées justement à travailler plus longtemps, on oublie que c'est elles qui font vivre en grande partie le tissu associatif avec les jeunes qu'on veut faire travailler de plus en plus jeunes, à partir de 16 ans, 15 ans, 14 ans, où est la limite à nouveau. À un moment donné, il faut se poser la question aussi de quand est-ce qu'on a du temps libre pour s'engager dans la société, pour questionner tout ce qui va pas. Et j'ai l'impression que plus on avance et plus on essaye de nous priver de ce temps libre-là. Et on se le pose à l'échelle justement des cadres avec la semaine de 4 jours. Mais les ouvriers, où est leur temps libre? Où est leur temps libre? Laissez tout le monde exprimer. Marianne, vous voulez répondre? Et puis on va terminer cette table ronde. Si vous voulez continuer à débattre, vous pouvez continuer à débattre au café. Je voulais juste répondre à monsieur qu'une des difficultés dans le champ de l'âge, c'est que les personnes âgées ne sont pas représentées. Les jeunes sont représentés, mais dans un établissement d'hébergement, qui représente les personnes âgées, ce sont les professionnels. Et ça, si vous voulez, c'est une distorsion. Et à mon avis, c'est un vrai problème pour les temps qui viennent de permettre à la personne âgée d'avoir une vraie représentation. Merci beaucoup à tous. Je suis désolée. On me fait des gros yeux ici en disant que c'est pas possible, il n'y a plus le temps, j'ai plus de minutes. Mais venez continuer la discussion avec nous. Oui, et est-ce qu'on peut applaudir Béatrice qui a animé le débat? Voilà. Et vous inquiétez pas, quand on avait votre âge, on trouvait qu'on n'était pas assez représentés.